Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 22 juillet. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmadinejad Tebboune, a reçu le président de la Douma de la Fédération de Russie, Vyacheslav Viktorovich Volodine, qui salue la coopération bilatérale dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays. Nous l'écouterons dans quelques instants. Présidentielle du 7 septembre, le traitement des dossiers de candidature se poursuit au niveau de l'ANI. La Cour constitutionnelle prendra le relais pour l'annonce de la liste finale des candidats et les résultats des recours. Les détails tout à l'heure. Le point ce soir sur la réalisation de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Galajbilet reliant la mine au réseau national de rail. Les travaux avancent selon une bonne cadence. Des aides pour encourager les agriculteurs à intégrer la pisciculture dans leurs exploitations. Illustration à Skikda où le kilo de poisson produit est subventionné et des dizaines d'alevins offerts aux professionnels. Le Conseil national sahraoui dénonce la politique de la terre brûlée pratiquée contre les Sahraouis dans les territoires occupés. La répression également qui contraint des milliers de familles à vivre dans la précarité. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Ahmadinejad Tebboune, a reçu ce lundi le président de la Douma de la Fédération de Russie, Vyacheslav Viktorovich Volodine. L'audience s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, le directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Younes Magraman. Le président de la Douma russe a salué le niveau de coopération bilatérale dans le cadre du partenariat stratégique dont les jalons ont été posés par les dirigeants des deux pays, réaffirmant les aspirations à promouvoir la coopération dans différents domaines. Je vous invite à l'écouter. Nous sommes ici en Algérie sur invitation de l'Assemblée populaire nationale algérienne afin d'œuvrer à développer les relations parlementaires avec la Douma de la Fédération de Russie en tenant compte de l'accord de partenariat stratégique signé conjointement par le président Abdelmajid Tebboune et le président Vladimir Poutine. Nous faisons notre possible pour la mise en application de cette convention selon le cadre juridique. Le développement des relations parlementaires contribuera certainement au développement des relations politiques. Il faut rappeler que les échanges commerciaux sont en nette croissance et ont même doublé lors de l'année précédente pour atteindre 3,7 milliards de dollars. Il est impératif de porter les relations parlementaires entre les deux pays à un plus haut niveau car nous considérons qu'elles ne sont pas encore à la hauteur de nos aspirations. D'ailleurs, la dernière visite en date dans ce contexte était en 2015. Aujourd'hui, nous avons invité le président de l'Assemblée nationale populaire à effectuer une visite en Russie et nous avons convenu de créer une commission mixte de haut niveau entre les deux institutions parlementaires en vue de revoir toutes les préoccupations des deux parties. Tout cela est rendu possible après la visite historique effectuée par le président de la République en Fédération de Russie l'année passée et qui a redynamisé les relations bilatérales dans plusieurs domaines. Le président de la Douma russe a affirmé avoir abordé plusieurs sujets avec le président de la République qui visent à renforcer les relations entre les deux pays, mettant en avant la concordance des vues autour de nombreuses questions internationales et régionales actuelles. On l'écoute. Nous avons abordé plusieurs questions se rapportant aux relations bilatérales et aux voies et moyens de les développer davantage. Comme vous le savez, l'établissement de nos relations diplomatiques remonte à des dizaines d'années, depuis l'époque de l'Union soviétique, et nos relations n'ont eu de cesse de se renforcer et de se développer depuis. Nos points de vue convergent concernant plusieurs questions régionales et internationales. Nous partageons également les mêmes positions
L'Algérie est pour nous un pays ami et un partenaire stratégique. Nos relations parlementaires sont le reflet de ces relations fortes et solides. Notre rencontre avec le président de la République a été fructueuse. Le président de la Douma de la Fédération de Russie, Vyacheslav Viktorovich Volodine, a également été reçu par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali. Présidentielle du 7 septembre, le traitement des dossiers de candidature se poursuit au niveau de l'autorité nationale indépendante des élections. Ceux validés seront transmis à la Cour constitutionnelle. Elle tranchera également dans les recours introduits à son niveau et publiera la liste officielle finale des candidats à la présidence de la République. Badia Amarni pour les détails. L'autorité nationale indépendante des élections statue sur la validité des candidatures à la présidence de la République dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Elle transmet ensuite à la Cour constitutionnelle ses décisions relatives aux candidatures accompagnées des dossiers des candidats dans un délai n'excédant pas les 24 heures à compter de la date de l'annonce de ces décisions. La Cour constitutionnelle tranchera sur les recours introduits à son niveau et publiera la liste officielle finale des candidats en lice à la présidentielle du 7 septembre prochain. Après la validation de la liste par l'autorité nationale indépendante des élections, elle nous envoie tous les dossiers des candidatures ainsi que la liste définitive sur laquelle elle a tranché. Quant à la Cour constitutionnelle, elle devra étudier et trancher en cas de recours, puis confirmer la liste définitive des candidats avant de l'annoncer par la suite. La Cour constitutionnelle veille au bon déroulement de cette importante échéance électorale, les présidentielles qui approchent à grands pas. La deuxième étape consiste en l'annonce définitive et officielle du candidat vainqueur dans une séance plénière au niveau de la Cour constitutionnelle. À retenir qu'une fois les dossiers de candidature validés, les candidats commencent à présenter leur programme au cours de la campagne électorale qui est déclarée ouverte 23 jours avant la date du scrutin. 62e anniversaire de la création de la police algérienne. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a présidé la cérémonie de célébration au siège des unités républicaines de sécurité El-Hamis d'Al-Baïda. Était présent le directeur de cabinet à la présidence de la République, Bouala Moualem, des membres du gouvernement, le directeur général de la Sûreté nationale et le directeur général de la police palestinienne. Et à l'occasion, le siège des unités républicaines de sécurité a été baptisé du nom du défunt Moudjahid Mohamed Knifed. Dans son allocution, Brahim Barrad a renouvelé l'engagement à promouvoir ce corps de sécurité qui fait la fierté de l'Algérie, ajoutant que la police nationale a pu accompagner la politique de développement du pays. Je vous invite à l'écouter. La célébration du 62e anniversaire de la création de la police algérienne constitue une occasion pour revenir sur les progrès réalisés par cette institution en matière d'équipement et des mécanismes d'action basés sur le professionnalisme, la modernisation et l'efficacité. Ces progrès sont le fruit de l'investissement dans la ressource humaine, mais aussi du respect des engagements fixés par la corporation. Par ailleurs, nous veillons à garantir le suivi de la décision du président de la République de créer 10 nouvelles wilayas. Celles-ci ont bénéficié de 45% de l'ensemble des structures sécuritaires réalisées durant les 2 dernières années afin de renforcer ces nouvelles wilayas en matière de sécurité. L'institution de la Sûreté nationale poursuit avec toujours autant de détermination son processus de développement et de modernisation, armé d'une volonté de se hisser au plus haut niveau de performance et de professionnalisme. Consciente de l'importance des décisions prises par le président de la République dans le cadre de la concrétisation de la politique publique, la Direction générale de la Sûreté nationale a accéléré la mise en application de ces décisions concernant notamment la modernisation et la numérisation de cet appareil sécuritaire.
Et au lendemain de son indépendance, l'Algérie a entrepris de bâtir et transformer ses institutions. La création de la Direction générale de la Sûreté nationale par décret le 22 juillet 1962 a été une étape importante. Yamina Saïdji. Dès sa création en 1962, la DGSN a mis en place plusieurs écoles de police, dont celle de Hussandé en 1962 pour la formation des cadres, suivie de Constantine et de Tlemcen en 1963 et de Sidi Bel Abbès en 1964. Ces institutions ont été cruciales pour former les nouvelles forces de sécurité du pays. À partir de 1970, la DGSN a lancé une politique de modernisation, renforçant ainsi les structures de formation et intensifiant le recyclage du personnel en place. L'école supérieure de police est devenue un centre majeur pour des stages prolongés et de nouveaux équipements ont été acquis pour lutter efficacement contre la criminalité. En 1973, l'intégration des femmes dans les services de sécurité nationale a marqué une étape importante. Deux promotions d'inspectrices de police ont été formées à l'école supérieure de police, enrichissant ainsi la diversité des forces de police algériennes. La police scientifique a également progressé avec la création d'un laboratoire scientifique et de médecine légale à l'école supérieure de police et 2 annexes régionales à Oran et Constantine. Ces avancées ont permis de mieux lutter contre la criminalité grâce à des techniques modernes. La police algérienne a acquis une place de choix sur la scène continentale grâce au professionnalisme de ses cadres et aux moyens modernes engagés dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Un volet économie à présent avec la réalisation de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf, garage billette reliant la mine au réseau national de rail. Les travaux de ce projet stratégique avancent selon une bonne cadence, nous dit Massine Hamia, Malika Blel. Malgré les températures élevées et l'environnement désertique, le travail continue à une cadence soutenue. Ce projet de ligne minière représente une avancée significative pour le transport ferroviaire en Algérie. Il permettra entre autres de relier la mine de Garage Billette à Tindouf et Béchar sur 950 km et d'acheminer le minerai de fer extrait de la mine vers les ports du nord du pays. Un projet structurant à caractère stratégique et un engagement du président de la République qui se concrétise. أولويات سكتين حوالي 280 كيلومتر باش نوصل الفوسفات من عنابة وحوالي 800 كيلومتر باش نجيب الحديد من المنجم تاع كراج بيلت إلى وهران وعنابة وجيش. Un projet vital dont les différents chantiers connaissent une progression rapide grâce à des compétences nationales. Ce projet vise à transporter 50 millions de tonnes de minerai de fer de Garage Billette à Béchar, ainsi que vers d'autres régions pour son traitement. Il sera acheminé par la suite vers le nord pour la transformation et l'exportation. Les travaux se poursuivent sans interruption, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout le monde est motivé pour achever le projet dans les délais impartis, malgré les conditions climatiques et les difficultés. L'ANESRIF est l'agence responsable du projet. Nous avons imposé aux entreprises en charge d'augmenter la cadence des travaux en adoptant le système de rotation 3x8. Le projet est réparti en 3 tronçons. Le premier sur 200 km de Béchar aux limites avec Bni Abbas. Le deuxième reliera Tindouf à Oumlassel sur 175 km. Et le troisième, divisé en 2 sections, reliera Amarguir à Oumlassel sur 440 km et Tindouf à Garage Billette sur 135 km. Autant dire que le challenge est de taille, mais c'est sans compter la volonté des équipes et leur fierté d'être associés à ce projet colossal. C'est pour nous un défi que nous sommes déterminés à relever. Nous travaillons jour et nuit pour concrétiser le projet. Nous sommes très heureux de participer à la réalisation de ce grand projet. C'est un véritable acquis pour le pays.
Aujourd'hui, nous sommes fiers de contribuer à la réalisation d'un si grand projet. Cette ligne ferroviaire permettra de dynamiser l'activité économique dans la wilaya de Béchar. Le méga-projet de la voie ferrée Béchar-Tindouf-Garage-Bilet donnera à coup sûr un nouveau souffle à l'économie nationale et ouvrira de larges perspectives au développement et à l'exploitation de l'une des plus grandes mines de fer du monde avec une réserve de plus de 3,5 milliards de tonnes. En droite ligne de la nouvelle orientation d'appui aux exportations, aux hydrocarbures et de consolidation de la dimension africaine. Récupération d'une usine de fabrication de grandes pipes dans la zone d'activité de Falnaka à Mostaganem. Avec son équipement moderne et ses 12 hectares de superficie, il s'agit de la plus importante unité du genre du pays et du continent. Elle passe des mains de la direction du domaine national vers la Société nationale des travaux publics. La décision a été entérinée à l'occasion d'une visite de travail et d'inspection du ministre de l'Industrie et celui des Transports dans la région. Un accord de coopération a été également signé entre l'SNTP et l'Office national d'irrigation et de drainage. On écoute. Cette usine est une véritable aubaine pour les habitants de toute la région car elle permettra la création d'emplois, à savoir 100 postes dans un premier temps. J'appelle les responsables de l'entreprise nationale des travaux publics à accélérer l'opération de réaménagement de cette usine en vue de créer un plus grand nombre d'emplois. L'entrée en production de cette usine doit se faire avant la fin du mois d'août. Agriculture et des aides dans le but d'encourager les agriculteurs à intégrer la pisciculture dans leurs exploitations. Exemple, les services de la pêche de Skikda subventionnent chaque kilo de poisson produit. Des dizaines d'alevins sont également offerts aux agriculteurs. Reportage de Naïm Alouali. Les services de la pêche sont en pleine campagne de sensibilisation et de vulgarisation pour encourager les agriculteurs à intégrer la pisciculture dans leur exploitation. Exemple ici à Boufernana, à 20 km de Skikda, d'une opération d'ensemencement d'alevins de tilapia rouge chez cet agriculteur qui a construit 3 bassins et qui bénéficie d'un don de plusieurs dizaines d'alevins offerts par les services de la pêche. Nous venons d'accomplir une opération d'ensemencement d'alevins tilapia. Auparavant, nous avions une expérience dans l'élevage de la carpe et puisqu'aujourd'hui il y a un accompagnement de l'État, nous avons opté pour le tilapia rouge. Notre but est de produire davantage de tilapia ici, dans cette exploitation de 50 hectares qui compte 3 bassins. L'ensemencement de cette espèce de tilapia dans cette région et dans la wilaya, c'est très important, soit pour le consommateur, soit pour l'agriculteur. Il y a plusieurs avantages pour l'agriculteur. L'eau, il utilise l'eau comme des engrais naturels dans l'irrigation de l'agriculture. Le but de cette opération est d'inciter les agriculteurs à intégrer l'aquaculture dans leur exploitation car cela est très bénéfique et pour les espèces animales et pour les espèces végétales existantes dans la ferme. D'ici 3 à 5 mois, ces alevins atteindront le poids de 300 grammes parfait pour être consommés. Facile à vivre, ces alevins ont trouvé ici, dans cette mare, des lentilles d'eau, un véritable festin naturel qui ne coûte rien à l'éleveur, hormis les compléments alimentaires. Il y a 3 types d'aquaculture à Skikda. L'aquaponie, l'élevage intégré à l'agriculture et la pisciculture marine. Concernant l'aquaculture intégrée, il y a un programme national pour le développement de la filière, en plus de la création de richesses et de postes d'emploi. Afin d'encourager l'aquaculture, les autorités mettent la main à la poche avec une subvention de 50 dinars pour chaque kilo produit. Pas moins de 300 bassins sont d'ores et déjà ensemencés à Skikda qui compte participer aux efforts de l'État de produire davantage de ce poisson qu'on nomme poulet d'eau douce avec l'objectif d'atteindre d'ici 2025 100 000 tonnes par an.
Dans l'actualité, conférence de presse animée ce lundi par le petit-fils du dirigeant sud-africain Nelson Mandela, Zwelivelile Mandela, à la veille de la tenue à Alger du colloque international de la révolution algérienne dans sa dimension africaine. Il s'agit également de réaffirmer le rôle de l'Algérie pour l'intégration et la promotion du développement du continent. Le compte rendu de Badia Amardi. L'Algérie et l'Afrique du Sud sont liés par des relations d'amitié profondes. Ces deux pays ont de tout temps joué un rôle prépondérant dans la libération des peuples, notamment en Afrique. Dans une conférence de presse tenue à la veille du colloque international sur la révolution algérienne dans sa dimension africaine, Zwelivelile Mandela, le petit-fils de Nelson Mandela, a souligné le rôle précurseur de l'Algérie dans le soutien des révolutions et des causes justes de par le monde. L'Algérie a joué un rôle important en soutenant les révolutionnaires et les révolutions du continent. C'est en Algérie que mon grand-père a rencontré Agostinho Neto d'Angola. C'est aussi ici que Samora Machel a reçu son entraînement militaire. Plusieurs révolutionnaires africains dépendaient de l'Algérie dans leur lutte pour la libération de leur pays. Nous sommes libres en Afrique du Sud grâce aux efforts de l'Algérie. Aujourd'hui encore, l'Algérie et l'Afrique du Sud continuent à soutenir les causes justes, notamment la lutte du Sahara occidental pour son indépendance, de même que la Palestine qui fait face à la barbarie sioniste. The Algerians have always been in the center of every revolution on the African continent. Il est important pour nous de toujours nous soutenir et reconnaître ceux qui se sont battus à nos côtés dans notre lutte pour l'indépendance. C'est ce qui a inspiré mon grand-père qui était incarcéré. C'est pour ça que dès sa libération, il a visité Gaza et a dit que la libération de l'Afrique du Sud est incomplète sans celle de la Palestine. Depuis son décès, beaucoup ont adopté sa pensée et qui est de lutter par tous les moyens pour la libération du peuple palestinien. C'est pour ça que l'Afrique du Sud exerce une pression sur le gouvernement pour que ce peuple obtienne ses droits humains et civiques. Zwelivelile Mandela est longuement revenu sur la longue lutte de son grand-père Nelson Mandela et des idéaux qu'il lui a transmis, tout en soulignant l'amour qu'il vouait à l'Algérie. Levée du corps en France ce lundi du jeune Algérien Amal Slimani. Il avait été tué par balle il y a 3 semaines dans des circonstances encore floues. L'enquête en cours implique un policier français en prison préventive. La cérémonie se tient en présence de la famille du défunt, ses proches et le consul d'Algérie à Bobigny et des membres de la communauté tapis en France. نشكروا الدولة نتاعنا ثاني ونشكروا مسيو الكونسول جوستيس بور عمر إن شاء الله. Le comité politique du Conseil national sahraoui monte au créneau et dénonce les pratiques marocaines au Sahara occidental. L'occupant marocain applique une politique généralisée de la terre brûlée contre les Sahraouis. Des mesures répressives marocaines contraignent des milliers de familles sahraouies à vivre dans des conditions d'extrême précarité. Rina Lorari. Le Maroc est une nouvelle fois sous le feu des projecteurs pour ses crimes et ses actions controversées au Sahara occidental. Le comité politique du Conseil national sahraoui a dénoncé ce dimanche la poursuite de la politique généralisée de la terre brûlée dans la partie occupée du Sahara occidental. Dans un communiqué, le comité sahraoui a affirmé que l'état d'occupation marocain continue de mener des pratiques de punition collective, notamment la confiscation de terres, la destruction de maisons et de moyens de subsistance, le vandalisme de propriété, l'incendie des tentes de citoyens sahraouis et l'abattage de bétail. Des actions qui entrent dans le cadre de plans de colonisation visant à déraciner les familles sahraouies de leurs maisons et de leurs terres pour installer davantage de Marocains dans la région. Exprimant sa solidarité aux familles victimes de ces actions brutales, à l'exemple de la famille Hamdi Oulsid Ahmed Al-Ali à l'Ayoun occupée, le comité a également apporté son soutien à un groupe de Sahraouis qui ont été attaqués alors qu'ils prévoyaient de tenir une réunion pacifique pour discuter de la confiscation de leurs terres. Tenant le Conseil de sécurité de l'ONU pour responsable des crimes horribles commis contre les civils sahraouis, le comité politique du Conseil national sahraoui a fermement condamné les mesures répressives marocaines qui ont contraint de nombreuses familles sahraouies à se retrouver sans abri, à vivre dans des conditions précaires et appauvries en raison de la marginalisation et discrimination qu'elles subissent au quotidien.
À Raza, au moins 23 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans des attaques israéliennes dans différentes zones de l'enclave. Une nouvelle opération a débuté à Khan Younes alors que les Palestiniens sont sommés de quitter la région. Énième déplacement pour les Palestiniens qui vivent dans des conditions inhumaines au gré des bombardements. Yasmine Massaouti. Après plus de 9 mois de massacres continus, les Palestiniens ne connaissent aucun répit. Et aujourd'hui, c'est la ville de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza qui a vécu une journée d'horreur. Des bombardements massifs perpétrés par les forces d'occupation sionistes ont fait 71 morts et des dizaines de blessés. Très tôt le matin, une partie des habitants de Khan Younes avait été sommés d'évacuer leur logement avant une opération intensive dans la région. Chose qui n'a pas tardé. Selon la carte diffusée par les forces d'occupation, les habitants des quartiers est de Khan Younes devaient se diriger vers l'ouest, c'est-à-dire en bord de mer, dans une partie de l'enclave qu'elle désigne comme une zone humanitaire d'El Mawassi. Alors qu'une deuxième carte diffusée montre qu'une partie d'El Mawassi n'est plus considérée comme faisant partie de la zone vers laquelle les habitants devaient évacuer, ne leur laissant pas un grand choix de zones où se réfugier. Après les récents bombardements de l'armée d'occupation sioniste sur la région, les Palestiniens craignent désormais d'aller rejoindre ces camps de fortune composés de pans de bâches ou de sacs en plastique accrochés à des morceaux de bois. Par ailleurs, le bureau des médias du gouvernorat de l'enclave palestinienne a fait savoir que l'armée d'occupation sioniste a bombardé le camp de réfugiés de Nusayrat 63 fois en une semaine, faisant au moins 91 martyrs et 251 blessés. Plus de 75% des victimes ont été admises dans des hôpitaux avec des brûlures dues à l'utilisation d'armes thermiques et chimiques. Le bureau des médias a tenu l'entité sioniste et l'administration américaine entièrement responsables des massacres continus contre les personnes déplacées et les civils, appelant la communauté internationale, l'ONU et les organisations internationales à faire pression sur l'occupation sioniste et l'administration américaine pour qu'elles mettent fin au génocide et à l'effusion de sang dans la bande de Gaza. Présidentielle américaine, Kamala Harris en pole position ce lundi pour obtenir l'investiture démocrate avec une vague de ralliement au sein de son parti. Après le retrait de Joe Biden, ce dernier avait également annoncé son soutien à sa vice-présidente. Des ténors, même si des ténors comme Obama ou encore Nancy Pelosi ne se sont pas encore prononcés, Harris a encore des chances de se confronter à Donald Trump en novembre prochain. Sport, arrivé ce lundi à Paris d'une partie de la délégation olympique algérienne. Il s'agit de membres de l'encadrement qui accompagnent les athlètes. Ils ont été accueillis chaleureusement par les Algériens établis sur place, comme vous le voyez sur ces images. On écoute le médecin en chef de la délégation, elle est au micro de Hafaf Belhouchet. Et voilà, on vient d'arriver d'Alger. On est très heureux de se retrouver ici pour pas mal de raisons. D'abord pour l'accueil, nos supporters, la proximité et surtout la maîtrise de la langue. La cuisine traditionnelle algérienne à la conquête du monde. Elle connaît en tout cas un franc succès chez les voisins mauritaniens. Dans la capitale Nouakchott, des restaurants spécialisés en vue le jour ces dernières années et participent à cet essor de la cuisine algérienne à l'étranger. Reportage de Manal Abdish, commentaire Malik Ablel. Le fumé délicat du couscous et de la chorba chatouille les narines des clients mauritaniens venus nombreux dans ce restaurant algérien. Installé au cœur de la capitale mauritanienne Nouakchott, ce petit bijou est devenu une adresse incontournable pour tous ceux qui souhaitent savourer ces délices venus d'ailleurs et découvrir les richesses de la cuisine algérienne. Une fenêtre sur un patrimoine culinaire qu'il est essentiel de préserver et de partager. Je viens souvent ici pour manger le couscous algérien, mais surtout la shorba. C'est vraiment succulent. Ce restaurant est spécialisé dans tout ce qui est plat traditionnel. Je pense que tout ce qui est traditionnel est bon. Avec l'ouverture de ce restaurant, nous ne sommes plus obligés de voyager en Algérie pour manger des mets typiquement algériens. En ce qui me concerne, j'aime bien venir ici, non seulement pour la nourriture, mais aussi pour l'atmosphère qui y règne. Nous avons préparé pour ce soir du couscous avec de la sauce rouge, de la shorba et aussi de la charchoura. Nous préparons tout ce qui est plat traditionnel comme la rechta, le ftet. À travers chaque plat, le propriétaire passionné et dévoué a réussi à faire voyager une partie de l'identité algérienne en titillant les papilles gustatives des clients mauritaniens.
Avec l'ouverture de ce restaurant, j'ai voulu rapprocher avant tout les deux cultures, algérienne et mauritanienne. Faire connaître l'une des facettes de la culture algérienne à travers des mets et des plats méconnus de la plupart des Mauritaniens. Ce lieu, avant d'être un restaurant, est avant tout un lieu de rencontre et d'échange. Les plats algériens sont très bons, surtout les plats traditionnels. Considérés comme un élément important de la culture algérienne, les plats traditionnels algériens sont un héritage qu'il faut préserver et faire connaître. Et on termine avec cette exposition collective de photographie à Alger. Lumière croisée réunit plusieurs artistes, des photographes confirmés et des amateurs passionnés. L'expo qui se poursuit jusqu'au 8 août met en lumière des éléments du patrimoine et de la culture algérienne en général. Reportage de Fali Alchir. Cette galerie d'art, située à El Mouradia, abrite depuis le 20 juillet et jusqu'au 8 août une exposition collective mettant en lumière une dizaine d'artistes talentueux dont les œuvres photographiques révèlent la beauté des vastes paysages du sud algérien et les trésors culturels et historiques du pays. Le but de cette exposition, c'est beaucoup plus notre existence. Autant que photographe professionnel et amateur, dire qu'il y a de l'art, de la photo qui... On a un côté artistique, la photographie. Parmi les œuvres présentées, la femme tergui, dans toute sa splendeur, était à l'honneur, attirant particulièrement l'attention des visiteurs. Je suis ici en famille, je suis venu avec mes filles pour assister au vernissage de mon ami, Sid Ahmed Mounasria. Très impressionné par ces tableaux, principalement ces tableaux, ceux qui portent sur le regard des femmes, la femme tergui principalement. Aussi très impressionné par la galerie. Le sud algérien, plus exactement la ville de Biskra, a inspiré le doyen de la photographie, Khlil Ben Amara, qui a su capturer la richesse patrimoniale de cette région. La photo est une passion pour moi. Je fais des photos depuis une 50aine d'années, mais ce n'est pas du tout mon métier. Moi, je suis toujours attiré par la région de Biskra, où la lumière est un peu spéciale. C'est-à-dire que ce n'est pas la lumière qui nous commande, c'est nous qui commandons la lumière. Et c'est là le jeu. Pour certains artistes, la photographie est plus qu'un simple art visuel. C'est un moyen d'expression. C'est le cas du jeune Mesbah qui a préféré prendre des photos pour exprimer des émotions qu'il n'arrive pas à traduire par les mots. À travers son objectif, il partage sa joie, offrant une fenêtre authentique sur ce monde intérieur. Grâce à la photographie, justement, j'ai pu exprimer ce qui est enfoui dans mon cœur et des sujets, des thèmes, des causes aussi. Et du coup, la photographie, justement, c'est un moyen, pas que artistique, mais en même temps un moyen d'expression énorme. La créativité de ces artistes laisse une marque indélébile dans le cœur de tous ceux qui l'ont visité. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.